Ricky Hand. Dans les annales de l'histoire judiciaire, il y a eu d'innombrables moments choquants, mais aucun n'est comparable à celui-ci. Au tribunal de première instance du comté de Clark, Ricky Hand, un nom qui restera à jamais gravé dans l'infamie, s'est retrouvé face à une peine de 40 ans d'emprisonnement. Mais au lieu d'accepter tranquillement son sort, Hand a commis un acte choquant qui a laissé toute la salle d'audience incrédule. Prenez place dans la salle d'audience et plongez dans les détails de cet incroyable incident. C'était un jour comme les autres au tribunal de première instance du comté de Clark. La salle d'audience était en effervescence alors que Ricky Hand, figure notoire de la communauté, attendait sa sentence. Hand avait un long passé d'activité criminelle et, cette fois, il devait faire face aux conséquences de ses actes. La tension règne dans la salle d'audience lorsque le juge entre, sa robe flottant derrière lui. L'accusation a présenté un dossier convaincant contre Hand, détaillant son implication dans une série de crimes violents qui ont terrorisé la ville pendant des années. Les preuves sont accablantes et le sort de Hand semble scellé. Alors que l'avocat de la défense plaide une dernière fois pour la clémence, la salle retient son souffle. Mais il était clair que le juge avait pris sa décision. Il a regardé Hand en face et lui a annoncé la nouvelle qui allait changer sa vie à jamais. Une peine de 40 ans d'emprisonnement. La salle d'audience a éclaté en soupirs et en chuchotements. Le visage de Hand se contorsionne sous l'effet de la colère et de l'incrédulité. Il ne peut imaginer passer les 4 prochaines décennies derrière les barreaux. Le poids de ses actes et de leurs conséquences se fait enfin sentir. Mais au lieu d'accepter son sort, Hand a laissé éclater sa colère. La salle devient silencieuse lorsqu'il lance le sac en direction du juge, répandant son contenu sur le banc des accusés. L'odeur nauséabonde emplit l'air et le chaos s'ensuit. Le juge recula de dégoût, tandis que le personnel de la salle d'audience se démenait pour contenir la situation. L'emportement de Hand avait pris tout le monde par surprise, et il était clair qu'il avait franchi une ligne qui ne pourrait jamais être dépassée. Lorsque l'agitation s'est calmée, Hand a été rapidement maîtrisé et escorté hors de la salle d'audience. La salle d'audience est en état de choc. L'odeur des excréments flotte dans l'air et le juge, encore sous le coup de l'agression inattendue, demande de l'ordre. Les spectateurs, qui n'étaient que de simples observateurs il y a quelques instants, sont maintenant pris dans le contre-coup de l'explosion de Ricky Hand. Entre-temps, Hand s'est retrouvé dans une nouvelle réalité derrière les barreaux. Les conséquences de ses actes l'ont rattrapé et il doit maintenant faire face à de nouvelles accusations, ainsi qu'à la dure réalité d'une peine d'emprisonnement de 40 ans. Paul Wade. Peu de moments dans les salles d'audience ont pu être comparés à l'intensité et au chaos de ce qui s'est déroulé au tribunal de district du comté de Jefferson à Louisville. Paul Wade, l'homme au centre de l'affaire, était accusé d'un crime odieux, la mort par balle d'Edward Lamont Smith et d'Alexis McCrary. Les familles des victimes étaient assises dans la salle d'audience et la tension était à son comble. Mais personne n'aurait pu prédire la tournure explosive que prendraient les événements. Préparez-vous à plonger dans les détails de cette bagarre judiciaire sans précédent. C'est un jour apparemment ordinaire qui s'est déroulé au tribunal de district du comté de Jefferson, alors que les membres des familles des victimes, Edward Lamont Smith et Alexis McCrary, se sont rassemblés pour assister à l'audience préliminaire de leur meurtrier présumé, Paul Wade. Ils étaient loin de se douter que cette journée resterait à jamais gravée dans leur mémoire comme une journée de chaos et de violence. Alors que les familles attendaient avec impatience les débats, Paul Wade, 31 ans, accusé du double meurtre, a été conduit dans la salle d'audience. Vêtu d'une combinaison orange et menottée, Wade a affiché un air de défi en passant devant les familles, les narguant par ses paroles et ses gestes. La tension dans la salle était palpable, les émotions étaient à fleur de peau, alors que le chagrin et la colère s'entrechoquaient. Le juge Anne Haney préside l'audience, sans se douter de la tempête qui va éclater. Les familles, animées par leur désir de justice, ne peuvent plus contenir leurs émotions. Dans une tournure soudaine et choquante, plusieurs personnes se sont levées de leur siège, poussées par une vague de rage écrasante. Ils s'élancent vers Wade, avec pour seul objectif d'atteindre l'homme qui, selon eux, leur a enlevé leurs proches. La salle d'audience a sombré dans le chaos, les gens se battant pour atteindre Wade. Certains ont même grimpé sur les bancs du public, désespérés de mettre la main sur lui. Les cris et les hurlements assourdissants emplissaient l'air, réduisant à néant tout semblant d'ordre. Les adjoints du tribunal se sont précipités, tentant désespérément de maîtriser les membres de la famille enragés et de rétablir le calme dans la salle. Pendant ce temps, Paul Wade, appuyé contre un mur, regarde la scène se dérouler devant lui. Menotté et en infériorité numérique, il n'a rien pu faire d'autre que de se préparer à la tempête qui s'est abattue sur la salle d'audience. L'intensité du moment a été filmée par une caméra, ce qui a donné une image choquante des émotions brutes et des limites que les gens sont prêts à franchir pour obtenir justice pour leurs proches. La juge Haney, consciente de la gravité de la situation, a appelé à l'aide. Mais ces appels sont tombés dans l'oreille d'un sourd alors que la bagarre s'intensifiait.
Dans une tentative désespérée d'échapper à la violence, Wade a saisi l'occasion et s'est précipité par une porte ouverte dans le bureau du juge. La salle d'audience est devenue un champ de bataille, un lieu où le chagrin et la vengeance se heurtent à la poursuite de la justice. Le chaos s'est poursuivi, laissant les spectateurs en état de choc et d'incrédulité. L'ensemble de l'incident, de la confrontation initiale à la poursuite dans le bureau du juge, a été filmé, gravant à jamais ce moment dans les annales de l'histoire des salles d'audience. Ces images choquantes rappellent brutalement les émotions intenses qui peuvent surgir dans l'enceinte d'un tribunal, où la quête de justice peut parfois céder la place au chaos et à la violence. Deobra Redden. Notre prochaine affaire se déroule au tribunal de district du comté de Clark. Nous braquons les projecteurs sur Deobra Redden, un criminel condamné dont le nom est devenu synonyme de violence et de désordre. Redden, alimenté par la colère et le désespoir, a lancé une attaque vicieuse contre la juge Mary Kay Holthus au cours de sa propre audience de détermination de la peine. Les images choquantes filmées par les caméras du tribunal sont devenues virales, laissant les téléspectateurs incrédules et soulevant des questions sur la sûreté et la sécurité de notre système judiciaire. Préparez-vous à une histoire qui vous fera frissonner et qui nous rappellera à tous les dangers inhérents qui peuvent se cacher dans les salles d'audience. Au tribunal de district du comté de Clark, à Las Vegas, Nevada, la salle d'audience était en effervescence, alors que Deobra Redden, un criminel condamné, attendait sa sentence pour une affaire de tentative de coups et blessures. Personne ne se doutait que cette journée allait bientôt sombrer dans le chaos. Redden, un homme au passé trouble, avait des antécédents d'actes violents et un casier judiciaire qui donnait des frissons à ceux qui le connaissaient. Mais en ce jour fatidique, il semblait calme, son visage ne trahissant aucun signe de la tempête qui était sur le point de se déchaîner. Le juge Mary Kay Holthus, figure respectée de la communauté juridique, prend place sur le banc. L'avocat de Redden, un professionnel chevronné, a demandé au juge de faire preuve de clémence. Il a fait valoir que son client avait changé de vie, qu'il avait trouvé un nouvel emploi et qu'il avait exprimé le désir de poursuivre ses études. La défense a brossé le tableau d'un homme en quête de rédemption, espérant se libérer des chaînes de son passé trouble. Même Redden a essayé de faire comprendre au juge les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être envoyé en prison. Le juge Holthus a écouté attentivement les arguments de la défense. Elle comprend l'importance des secondes chances, mais elle doit également prendre en compte la sécurité de la communauté et la gravité des infractions commises par Redden. Le poids de ses actions passées semblait peser sur lui, alimentant une rage qui n'allait pas tarder à exploser. En une fraction de seconde, le comportement de Redden passe de la frustration à la fureur pure. Sans crier gare, il a sauté par-dessus la table de l'avocat de la défense, défiant toutes les attentes du décorum de la salle d'audience. Les halètements emplissent l'air, tandis que Redden se précipite vers le banc des juges, ses actions défiant toute logique et toute raison. C'était une scène tout droit sortie d'un cauchemar, un moment qui resterait à jamais gravé dans l'esprit des personnes présentes. Le juge Holthus, pris au dépourvu par cette attaque soudaine, n'a pas le temps de réagir. Le corps de Redden s'éleva dans les airs, atterrissant directement sur elle, ses mains s'étendant pour l'attraper, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux. Le chaos éclate alors que le personnel de la salle d'audience entre en action. Le greffier et un marshal se battent vaillamment pour retenir Redden, leurs efforts étant alimentés par le besoin désespéré de protéger le juge Holthus de tout dommage supplémentaire. La lutte se poursuit, chaque instant semblant durer une éternité, alors que le sort du juge Holthus est en jeu. L'agression du juge Mary Kay Holthus a provoqué une onde de choc dans la communauté juridique et au-delà. Dans les jours qui ont suivi l'attentat, M. Redden a comparu une nouvelle fois devant le tribunal, cette fois pour conclure la condamnation initiale dans l'affaire de la tentative de coups et blessures. La salle d'audience était en état d'alerte, des mesures de sécurité accrues ayant été mises en place pour éviter toute nouvelle perturbation. Redden, qui porte désormais un masque de protection contre les crachats pour éviter tout débordement, se tient devant le juge, son sort en suspens. Le poids de ses actes et des charges qui pèsent sur lui l'assaille. Un grand jury avait prononcé un acte d'accusation de 9 chefs d'accusation à l'encontre de Redden, y compris des accusations de tentative de meurtre. Selon l'acte d'accusation, Redden avait non seulement attaqué le juge Holthus, mais aussi agressé un agent de police de Las Vegas. Il a finalement été condamné à une peine de 19 à 48 mois de prison. Tristan Lamoureux. Nous nous rendons ensuite au tribunal du 5e district de Cedar City, dans l'Utah, où Tristan Lamoureux doit prononcer sa peine après avoir plaidé coupable du meurtre brutal de sa femme, Misty. Au cours de la procédure judiciaire, les tensions sont montées d'un cran lorsque le frère de Misty, Jason Wilson, a fait une déclaration d'impact. Dans une tournure d'événements choquante, Wilson s'est jeté sur Lamoureux, provoquant le chaos et une altercation physique. Rejoignez-nous pour découvrir les détails de ce moment dangereux qui a laissé tout le monde stupéfait.
Tristan Lamoraux, un homme apparemment ordinaire, s'est retrouvé au cœur d'un crime horrible. Lamoraux était marié à sa femme, Misty, depuis plusieurs années. Mais leur relation a pris un tournant sombre le 29 août 2003. Selon les informations disponibles, Lamoraux et Misty se sont vivement disputés dans leur appartement. La dispute a dégénéré au point que Lamoraux, rongé par la rage, a commis un acte d'une violence inouïe. Misty a reçu non pas une, ni deux, mais 5 balles dans la tête. Cet acte brutal et insensé a laissé la communauté en état de choc. Lorsque la police arrive sur les lieux, elle découvre le corps sans vie de Misty dans la salle de bain. Lamoraux, réalisant la gravité de ses actes, a tenté de s'enfuir, mais il n'est pas allé bien loin. Les autorités l'ont rapidement appréhendé et il a été placé en détention. Nous voici maintenant dans la salle d'audience. Lamoraux, entouré de 4 adjoints du shérif, est assis dans le fauteuil de l'accusé et attend sa sentence. La tension dans la salle est palpable, alors que le juge, J. Michael Westfall, préside la procédure. Le juge Westfall a appelé le frère de Misty, Jason Wilson, à l'avant de la salle d'audience pour qu'il fasse une déclaration. Jason Wilson, rempli de chagrin et de colère, s'est approché de l'estrade avec un regard déterminé. Alors qu'il se tient devant la cour, il lance un regard intimidant en direction de Lamoraux, qui semble étonnamment imperturbable. Wilson a commencé son témoignage émouvant en racontant la douleur et la perte subie par sa famille depuis la mort tragique de Misty. Ses paroles étaient empreintes d'une émotion brute, alors qu'il luttait pour retenir ses larmes. Mais à mesure que Wilson parlait, il devenait clair que Lamoraux n'était pas affecté par son plaidoyer sincère en faveur de la justice. Frustré par l'absence apparente de remords de M. Lamoraux, M. Wilson a décidé de prendre les choses en main. S'écartant de la déclaration qu'il avait préparée, il a porté toute son attention sur Lamoraux, déterminé à lui faire comprendre l'ampleur de ses actes. Les adjoints du shérif, sentant la tension dans la pièce, se sont approchés, prêts à intervenir si nécessaire. Mais la colère de Wilson a pris le dessus. Dans un geste soudain et choquant, il s'est jeté sur Lamoraux, tentant d'affronter physiquement l'homme qui avait ôté la vie à sa sœur. La salle d'audience est plongée dans le chaos. L'avocat de Wilson, réalisant la gravité de la situation, s'est précipité pour le repousser contre la barrière. Pendant ce temps, Lamoraux, apparemment prêt à se battre, se lève de sa chaise. Mais avant qu'il ne puisse faire un geste, un adjoint l'a rapidement plaqué au sol, le séparant de la mêlée. Les chaises volent alors que les adjoints se précipitent pour maîtriser Wilson, qui est maintenant au sol. Quelques instants plus tard, Wilson a été menotté par les adjoints, son accès de colère ayant pris fin. Il s'est excusé pour ses actes, comprenant les conséquences de son comportement. Le juge Westfall, reconnaissant la charge émotionnelle de Wilson, a ordonné qu'il soit évacué de la salle d'audience. Grâce à l'intervention rapide des adjoints, l'ordre est rétabli dans la salle d'audience. Lamoraux, apparemment insensible à l'explosion de violence, s'est remis à se balancer sur sa chaise comme si rien ne s'était passé. C'était un spectacle effrayant, un rappel brutal de la noirceur qui peut résider dans l'âme humaine. Selon les autorités locales, Jason Wilson n'a pas été inculpé pour l'incident, car elles ont compris les émotions accablantes qu'il ressentait. Quant à Tristan Lamoraux, son destin était déjà scellé. Il sera finalement condamné à une peine de 15 ans de prison, voire à la perpétuité, pour le crime odieux de meurtre au premier degré. Melissa Hardwick. Au tribunal des affaires familiales du comté de Wayne, Melissa Hardwick et son ex-mari ont comparu devant la juge Jennifer Edwards pour une audience concernant une plainte pour violence domestique. Personne ne se doutait que cette procédure de routine allait dégénérer en une démonstration choquante de rage et de violence. En l'espace de quelques secondes, les émotions de Mme Hardwick ont débordé, la poussant à lancer une attaque terrifiante contre la personne même qui était censée faire respecter la justice. Prenez place dans la salle d'audience et plongez dans les détails poignants du moment le plus dangereux que Melissa Hardwick ait vécu dans une salle d'audience. Melissa Hardwick et son ex-mari sont convoqués devant la juge Jennifer Edwards pour une audience concernant une plainte pour violence domestique. La tension dans la salle d'audience était palpable lorsque Melissa Hardwick et son ex-mari ont pris place. Le mari de Mme Hardwick, déterminé à obtenir justice et à se protéger, avait déposé une plainte pour violence domestique contre elle. Cette audience devait permettre de faire la lumière sur la vérité et de garantir une résolution équitable. Au début de la procédure, le mari de Mme Hardwick s'est courageusement avancé pour expliquer les circonstances qui l'avaient conduit à déposer l'ordonnance. Il a raconté les expériences pénibles qu'il avait vécues, la peur qu'il avait saisie et le besoin désespéré de protection. Mais avant qu'il n'ait pu terminer sa déclaration, Mme Hardwick, consumée par ses propres émotions, l'a constamment interrompu. La juge Edwards, connue pour son engagement inébranlable à maintenir l'ordre dans sa salle d'audience, a sévèrement averti Mme Hardwick des conséquences de son comportement perturbateur. Malgré l'avertissement, la colère de Hardwick continue de couver sous la surface. La tension dans la salle augmente à chaque instant. Finalement, le juge Edwards prend sa décision.
Hardwick devra purger une peine de 10 jours de prison. La salle d'audience se tait, alors que le poids de la sentence plane dans l'air. Ce qui se passe ensuite dépasse l'imagination de tous. Monsieur Hardwick s'est jeté sur le banc, poussé par une vague d'émotions brutes. La salle d'audience est plongée dans le chaos, les agents de sécurité et le personnel du tribunal se précipitant pour intervenir. La lutte intense s'est poursuivie, Hardwick résistant farouchement à son arrestation et tentant de se libérer de ses menottes. Finalement, grâce aux efforts combinés des agents de sécurité et du personnel du tribunal, Hardwick a été maîtrisé et contrôlé. Au fur et à mesure que la poussière retombait, le poids de l'incident commençait à se faire sentir. L'accès de colère de Melissa Hardwick n'avait pas seulement mis en danger la vie des personnes présentes, mais avait également entraîné de graves conséquences juridiques. Melissa Hardwick, désormais maîtrisée et placée en garde à vue, a dû faire face aux conséquences de ses actes. Elle a été condamnée à 120 jours de prison pour outrage à magistrat, une peine qui reflète la gravité de son attaque contre la juge Jennifer Edwards. Mais les répercussions juridiques ne se sont pas arrêtées là. Monsieur Hardwick a également fait l'objet d'autres accusations, notamment menaces terroristes au 3e degré, intimidation d'une personne participant à la procédure judiciaire et résistance à l'arrestation. Jeffrey Clark. Il y a de rares moments où la tension dans les salles d'audience atteint des niveaux inimaginables, entraînant des confrontations choquantes et dangereuses. Nous nous rendons ensuite dans une salle d'audience du comté de Macomb, où la comparution de Jeffrey Clark s'est transformée en l'un des moments les plus dangereux jamais vécus dans une salle d'audience. Accusé d'un meurtre brutal, Clark s'est retrouvé face au frère jumeau de sa victime, Jarrell Robertson, qui, alimenté par le chagrin et la colère, a lancé une attaque violente contre Clark, créant une scène chaotique qui a laissé tout le monde abasourdi. Préparez-vous à découvrir les détails poignants de cet affrontement judiciaire sans précédent. Dans la paisible ville de Macomb County, dans le Michigan, une série d'événements va bientôt se dérouler, menant à une confrontation au tribunal qui restera dans l'histoire comme l'un des moments les plus dangereux jamais vécus. Tout a commencé un jour fatidique, le 4 juillet 2022, lorsque les vies de 2 personnes, Jeffrey Clark et Jarrell Robertson, se sont trouvées mêlées à jamais. L'histoire commence à Roseville, où une dispute entre Clark et Robertson prend une tournure sinistre. Les détails du désaccord restent flous, mais ce qui s'ensuit va provoquer une onde de choc au sein de la communauté. Alors que les tensions s'intensifient, Clark, poussé par la colère ou par un autre motif, prend une décision fatale qui changera le cours de leur vie à tous les deux. Dans un acte de violence effrayant, Clark a tiré sur Robertson, qui tentait désespérément de s'enfuir. La victime, qui tentait de sauver sa vie, s'est réfugiée dans la ville voisine de Fraser, dans l'espoir de se mettre à l'abri. Mais le destin en a voulu autrement. Clark, accompagné d'une femme, a poursuivi Robertson sans relâche, conduisant autour de 13 miles dans une recherche désespérée. Finalement, leurs chemins se rejoignent à nouveau. Dans un parking à l'intersection de Joy et Franklin, Clark a rattrapé Robertson, qui courait vers le nord dans une tentative désespérée d'échapper à son poursuivant. Ce qui s'est passé ensuite a provoqué une onde de choc au sein de la communauté et a finalement conduit à une confrontation au tribunal qui a captivé la nation. Clark, animé par la rage ou un autre motif sombre, est sorti de la voiture et a fait face à Robertson. Dans une effroyable démonstration de violence, il a tiré plusieurs fois sur la victime sans défense, mettant fin à ses jours sous une pluie de balles. À mesure que la nouvelle de la fusillade se répand, la communauté est en état de choc et en deuil. La perte de Jarrell Robertson, un jeune homme dont la vie a été interrompue, a plongé les cœurs de ceux qui le connaissaient dans le chagrin. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Les rouages de la justice ont commencé à tourner, et Jeffrey Clark s'est retrouvé confronté aux conséquences de ses actes odieux. Clark, qui portait une longe à la cheville au moment de la fusillade, a rapidement été identifié comme le principal suspect. Les enregistrements l'ont placé sur les lieux, laissant peu de doute sur son implication. Les preuves contre lui s'accumulent et le poids de son crime présumé pèse lourd dans l'air. Des mois plus tard, le jour du jugement est arrivé. Jeffrey Clark, qui se trouvait alors dans une salle d'audience du comté de Macomb, était confronté à une audience préliminaire au cours de laquelle l'accusation devait présenter les preuves qu'elle avait réunies. La tension dans la salle était palpable au début de la procédure et le public retenait son souffle, attendant que justice soit faite. L'accusation n'a pas perdu de temps pour présenter son dossier. Parmi les preuves, une vidéo de surveillance capturée par une sonnette Ring, qui donne un aperçu glaçant des derniers instants de la vie de Jarrell Robertson. La vidéo s'est terminée, laissant la salle d'audience dans un silence stupéfiant. Alors que l'accusation s'apprêtait à présenter d'autres preuves, une éruption soudaine de chaos a brisé la paix fragile. L'agresseur, identifié plus tard comme le frère jumeau de Jarrell Robertson, s'est lancé dans une violente attaque contre Clark, le frappant à plusieurs reprises à la tête et dans le dos. Clark, attaché à la taille par des chaînes aux poignets, a lutté pour se défendre contre l'assaut.
Les avocats et les adjoints se sont précipités pour intervenir, essayant désespérément de séparer les deux hommes. La salle d'audience a sombré dans le chaos alors que la lutte se déroulait sous leurs yeux. Au milieu du chaos, la voix de Clark retentit, lançant un avertissement glaçant à son agresseur. Finalement, l'ordre a été rétabli et l'audience préliminaire s'est poursuivie. Jeffrey Clark, le meurtrier présumé, a finalement été jugé pour meurtre. Le juge a finalement prononcé une peine qui reflétait la gravité du crime. Jeffrey Clark passera le reste de sa vie derrière les barreaux, une conséquence de ses actes qui rappellera l'impact dévastateur de ses choix. Au terme de notre exploration des moments les plus dangereux de tous les temps dans les salles d'audience, nous nous retrouvons avec des histoires qui remettent en question notre compréhension du comportement humain et des limites de la bienséance dans les salles d'audience. Elles nous rappellent brutalement les conséquences qui attendent ceux qui osent défier l'autorité du tribunal. Pour d'autres vidéos intrigantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran et je vous attends.